Chang in the west region of the country, same time here in Akwa Douala littoral region. Ladies and gentlemen, we welcome you all to the 12 p.m. bilingual edition on Équinoxe television. Good afternoon, Christine Babanda. Good day, ici Lucie Liengou. Il est l'heure de votre journal. Madame, Monsieur, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour votre 12 heures bilingue. Dans l'actualité nationale de ce jeudi 7 novembre, les recherches se poursuivent toujours sur la falaise de Tchon dans la région de l'Ouest pour tenter de retrouver la cinquantaine de personnes toujours englouties sous de gigantesques mottes de terre après le glissement de terrain survenu mardi dernier sur le site du sinistre, retrouvant Robert Keigné et Vivien Tonfac. 24 heures après ce double éboulement de terrain produit ici à la falaise de Tchang, le bilan officiel reste celui annoncé par le gouverneur de la région de l'Ouest qui fait état de 4 morts et de plusieurs véhicules ensevelis. On peut chercher le cadavre. Pendant que se poursuivent les fouilles, les familles et proches des personnes portées disparues attendent anxieusement autour du site de cette catastrophe. La reprise des fouilles ce mercredi 6 novembre 2024 n'a jusque-là produit aucun résultat. Alors que des témoins parlent d'une cinquantaine de personnes qui seraient actuellement sous terre, la probabilité que des survivants soient retrouvés est pratiquement nulle, car comme vous pouvez le voir juste derrière nous après le passage du ministre des Travaux publics, c'est avec des pelles, des pioches, bref un matériel rudimentaire que les riverains sont redescendus sur le site de ce double éboulement de terrain afin de reprendre les fouilles. Depuis le site de la catastrophe de la falaise de Tchang, nous sommes Robert Keigné et Vivien Tonfac pour Équinoxe Télévision. Il y a un an, le 6 novembre 2023, les habitants d'Egbeko, dans le sud-ouest du pays, assistaient alors à une scène horrible où 26 personnes avaient donc perdu la vie dans un incendie imputé aux combattants séparatistes. Un an plus tard, les familles des victimes et même les victimes portent encore les stigmates de cette tragédie. Cédric Chouna, Nzaïboué, La Fleur Signée. Des domiciles délabrés et abandonnés. C'est le triste visage qu'affiche la ville de Egbeko, un an après le drame qui a endeuillé une vingtaine de familles. Ici, ont péri près de 26 personnes, dont des femmes et des enfants, tous massacrés dans leur sommeil dans une attaque attribuée aux sécessionnistes. De retour sur le lieu du sinistre, les familles se souviennent douloureusement des événements. La douleur est atroce. Nous connaissons ceux qui ont causé la mort de nos enfants. Nous avons beaucoup fait pour que cette guerre cesse. Trop, c'est trop. La prière d'aujourd'hui n'est pas seulement pour la paix à Egbeko, mais c'est pour tout le département de Magnou. Accompagnés par les autorités administratives, les familles, tous de noir vêtus, chantent, prient et rendent hommage aux disparus. Nous sommes venus ici pour accompagner les familles dans ce moment douloureux. Je conseille aux habitants de Egbeko de toujours dénoncer les actes de ces terroristes. C'est vrai qu'il y a la peur, mais il est important de dénoncer. Le drame de Egbeko fait partie d'une longue liste de tragédies enregistrées dans les régions anglophones, en proie depuis 2017 à des conflits armés opposant les séparatistes aux forces de défense et de sécurité. À ce jour, plus de 6000 personnes ont perdu la vie. Loin de cette spirale de la mort, petit tour d'horizon à présent dans quelques quartiers de la capitale économique confrontés au mauvais état de la route et aux coupures sans fin d'énergie électrique. Les difficultés des habitants de ces quartiers avec Pascal Tonqueux et Dallas Tiana.
Voici bientôt un mois que ce poteau électrique, au lieu d'y Marie-Lumière, au quartier Makepe-Misoke, dans l'arrondissement de Douala 3e, telle une épée de Damoclès, est suspendu au-dessus de ce domicile, mettant en danger la vie de ses occupants. Shortage of electricity, most of the times they got electricity in this quarter. The poles, electric poles, you can see the one behind us, it is in a terrible condition. Selon les riverains, malgré les multiples interpellations des responsables d'Eneo, rien n'a été fait. Ces populations vivent dans une peur constante, craignant pour leur vie et celle de leurs enfants. Mais depuis comme c'est cassé, on a même parlé à Eneo. Depuis quand il passe la part de prendre l'argent de lumière, il ne parle pas de ça. C'est comme si on nous avait oubliés. Dernièrement, on a même porté un besguinet dans l'eau tombée parce qu'il a cogné sa tête là-bas et tombé avec la moto. Pour que les enfants partent à l'école, quand il y a les inondations là, on a peur, il faut qu'on porte les enfants, on les fait traverser. Et nous-mêmes aussi que nous portons les enfants, nous ne sommes pas aussi à l'abri. Dans ce quartier populeux de Douala, nombreux sont les poteaux désuets qui représentent un danger permanent pour les populations, en plus des branchements anarchiques qui s'observent dans la zone. Le quartier se caractérise également par le piteux état de ses dessertes et des inondations permanentes en cette saison de pluie. Un calvaire que partagent également les habitants du quartier Ngonjo, dans le 5e arrondissement du Douala. Ici, le mauvais état des voies pousse les automobilistes à revoir à la hausse le prix des transports, aux grandes dames des habitants. Aujourd'hui, nous étions obligés d'immobiliser tout le quartier pour pouvoir un peu améliorer la route puisque les circonstances ne permettaient plus qu'on puisse sortir du quartier. Une distance où on prend la moto à 100 francs, on se retrouve aujourd'hui à payer 300, 400. Lorsque tu arrives à minuit, c'est 500 pour entrer. Et s'il n'y a pas une deuxième personne, tu es obligé de payer 1000 francs pour arriver à la maison. C'est un bon skinner n'est pas fort, c'est pas facile qu'il grimpe la colline. Impuissants devant ces difficultés, les populations des quartiers Makepe, Misoke, Marie-Lumière et Ngonjo appellent à l'aide des autorités compétentes pour améliorer leurs conditions de vie. Et dans un tout autre registre, les infections en milieu hospitalier devenues légion au Cameroun inquiètent les médecins de l'hôpital général de Douala. Les solutions de ces praticiens pour endiguer ce phénomène dans ce reportage de Fabrice Eloumou et Jiresiopa. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 15 à 20% des patients contractent des infections en milieu hospitalier dans les pays sous-développés et ceux en voie de développement. Au Cameroun, cet état de fait inquiète les professionnels de la santé, d'autant plus qu'il s'agit de la première cause de mortalité en réanimation. Et ces infections en milieu hospitalier là sont souvent des infections aux germes multirésistants parce que en milieu hospitalier on manipule les antibiotiques et les gens viennent de toutes parts avec chacun son infection et ce qui fait que ces infections là vont compliquer le tableau clinique du malade qui est arrivé pour autre chose et qui acquiert une infection en milieu hospitalier. Pour les spécialistes, au moins 3 facteurs expliquent cette fréquence élevée d'infections chez les patients hospitalisés. Le manque d'éducation des patients, le non-respect des pratiques cliniques et parfois la qualité des infrastructures des établissements de santé. C'est d'abord l'hygiène personnelle. Ça veut dire qu'un malade qui arrive, peut-être qu'il ne fait pas sa toilette régulièrement, donc il y a le malade lui-même. Il y a aussi la capacité, par exemple, d'isoler systématiquement un malade qui est suspect d'infection. Il y a aussi, bien sûr, les facteurs de risque liés au personnel, c'est-à-dire le respect strict des règles et tout ça là qui rentre en jeu. Pour réduire au minimum les facteurs de risque d'infection en milieu hospitalier, l'ensemble du corps médical devrait s'intéresser davantage à la recherche. C'est d'ailleurs l'un des axes de la 4e journée scientifique et de la recherche de l'hôpital général de Douala. La pratique de la médecine clinique de nos jours s'appuie sur les travaux de recherche, elle s'appuie sur l'expérience du médecin et elle s'appuie aussi sur les choix, les préférences du patient. C'est près de 300 professionnels venus de plusieurs pays d'Afrique qui mèneront une réflexion sur le thème infection en milieu hospitalier, défis et perspectives en 2024 afin de mettre les patients à l'abri des maladies infectieuses dans les formations sanitaires au Cameroun. Terminons à présent la première partie de votre journal avec cette réclame. Il s'agit d'un clin d'œil à notre partenaire Activa Assurance qui offre des bourses scolaires à ses assurés. C'est dans le cadre de sa traditionnelle campagne Back to School. Regardez.
Le leader de l'assurance au Cameroun, Activa, récompense sa clientèle à travers la campagne Back to School lancée le 1er septembre dernier. À l'issue des tirages au sort, dans le cadre de cette initiative destinée à soutenir les familles durant cette année scolaire, les consommateurs d'assurance Activa sont heureux. Ce sont au total 10 familles qui ont reçu des bourses scolaires d'une valeur de 100 000 francs CFA pour alléger les dépenses éducatives de leur progéniture et aussi récompensées pour leur fidélité. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Félicitations, monsieur. Alors très honoré de recevoir ce lot qui est un coup de pouce pour la rentrée scolaire, donc qui va certainement aider pour la scolarisation de mes tout petits. Je suis client Activa depuis 2014, donc j'ai à date aujourd'hui 3 contrats vie, donc 2 Activa études et un contrat Activa retraite. Je ne peux que dire merci à Activa pour ce coup de pouce. J'exhorte tous les clients et les non-clients à faire confiance à Activa. Le service ici est vraiment de qualité. Ces heureux gagnants ont souscrit, payé ou renouvelé un contrat avec Activa durant cette campagne intitulée Back to School. De telles actions de consolidation des rapports entre Activa et ses assurés ne datent pas d'aujourd'hui. Preuve que le leader dans le domaine de l'assurance reste présent dans chaque étape de vie de sa clientèle. Depuis le 1er septembre, nous avons lancé la campagne Back to School qui s'est achevée hier 31 octobre. Il était question de pouvoir offrir à nos millions et milliers de clients l'opportunité de gagner 10 bourses d'une valeur d'1 million de francs CFA. Et c'était l'opportunité pour nous de pouvoir récompenser, fidéliser nos clients et pouvoir être à mesure de recruter et d'accueillir les nouveaux clients qui nous font confiance au cours des dernières 26 années. C'est une tradition parce qu'au cours des dernières 26 années, nous avons réussi à bâtir le groupe Activa comme l'un des leaders de l'assurance en Afrique. C'est une fierté panafricaine et c'est aussi une fierté camerounaise parce que justement nous avons réussi à pouvoir hisser Activa à ce niveau. Activa est présent dans 9 pays, c'est environ 14 compagnies, une dizaine de compagnies d'assurance, également aussi une société de réassurance avec également aussi une fondation. Donc nous sommes très fiers de pouvoir être en mesure de pouvoir travailler tout ce que nous mettons en place comme innovation pour que nous puissions chaque jour accompagner et sécuriser également aussi tout ce qu'il y a comme activité. Le bal de bonnes nouvelles se poursuit avec Activa qui annonce dans les tout prochains jours le lancement d'une nouvelle campagne pour poursuivre son engagement d'entreprise citoyenne et faire le bonheur de sa clientèle. De nombreuses offres exclusives et plusieurs opportunités de récompense sont à découvrir. Activa, toujours proche de vous, proche de vos projets, vos ambitions, car votre avenir est une priorité. C'est donc avec cette réclame que la première partie de votre journal rentre en gare. Place à présent à l'actualité en langue anglaise avec vous, Essielu Silingo. Thank you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us. Search operations are ongoing on the site where a catastrophic landslide occurred on November 5th, 2024 on the Chancliffe in the West region. Many families continue to gather at the site in tears, hoping that they will lay an eye on the bodies of their loved ones. According to official statistics, at least 40 bodies are still missing in the debris. The Minister of Public Works, Emmanuel Nganu Jumesi, was on the site yesterday. Now let's take a listen to a witness and Minister of Public Works, respectively, in the following excerpt. People ground have collapsed and then many people have been covered by the ground. We are counting more than 50 corpses. We are still down there. And then among which our colleagues are there, and then many of them that were traveling and those who were coming back from their farms, they are still under there. We don't know whether they will be removed today or tomorrow or in the days to come. I have decided to mobilize technical teams to conduct geotechnical studies and also a topographic study. The geotechnical study will indicate us what could be the cause of what we are facing and how should we then consequently anticipate. The governor took a serious decision yesterday already, indicating that the user of the route
who supposes to pass through this way should from now onward take to the section of the route Kekembanja. That section is under well maintenance, so we should respect all of us the decision already taken by the governor. I have reinforced that decision. And one day after the tragic incident that occurred at government's bilingual high school Daido here in the city of Douala, the governor of the littoral region, Samuel Jtb visited the school yesterday to gather information about the circumstances surrounding the death of the 10-year-old girl who, according to reports, died during a physical education session. He equally paid a visit to the bereaved family. Innocent Naze tells us more. The Chief Executive Officer of the Littoral Region, Governor Samuel Jtb, early Wednesday visited government's bilingual high school Daido, where a Form 1 student died after being hit by an iron bar at the handball court while swinging on the pole. Warmly welcome, the staff took the governor and his entourage on the spot of the incident, where he was explained what happened that fateful Tuesday morning during sports and physical education exercise boycotted by the deceased student. From the handball court, the governor visited classmates of the deceased Form 1 student to pass a message of comfort to them. It is sad one of your mates left the educational family through an accident that can happen to everyone at any appointed time. We are here to comfort you. Do not panic. It is the way of your classmates. Everyone has their way to depart from earth. I exhort you to observe calm and study with peace of mind. Brave the shock and be respectful as we make arrangements to lay your classmates to rest. Soyez calme, ne paniquez pas. Before leaving, he invited the class to observe a minute of silence for their classmates. Governor Samuel left government's bilingual high school Daido and headed to the family residence of the deceased students in Bonateki to condole with the aggrieved parents. The student's mother, who seemed cool when the governor arrived, burst into lamentation at the departure of the governor inconsolably. Even the child's father is still devastated. Everyone is traumatized, even the other children. In the meantime, the child's corpse is still in the hands of the judiciary. The family hopes to come up with a funeral program on Friday, while expecting authorities to hand them the corpse after their investigation. Sad indeed. Now we take you to the southwest region of the country. A year after the Equatorial village massacre, the victims, their living condition remain unchanged. It should be recalled that at least 26 people lost their lives, and according to reports, they were burnt alive while they were asleep by alleged separatist fighters. Now let's have the details with Smart Jikan Gabriel. 1 year on, since several persons were killed in their sleep at their homes in Equatorial village of Manyu division, the burnt houses haven't been repaired. The day these victims were being remembered, the houses have still remained in ruins and abandoned. As victims of the incident remember that Black November 6, 2023, an ecumenical service was organized to remember those 26 who were murdered. In the course of the service, the victims were told by the minister chargé de mission at the presidency, Mengot Victor Areng Congo, that it was a remembrance day and they couldn't come to their village without thinking about them. He also added that the people in the village should encourage others to come back and develop the village rather than sneaking in for chieftaincy titles and later disappearing. As a remembrance day, the pictures of some of the victims were displayed in a newly constructed roundabout at Equatorial village. This roundabout will be used as an effigy to remember the 6th of November
2023 incident. We just have to thank God for our life. We just have to thank God for what happened that day, because it is said that in everything let us give thanks to God. We are here to commemorate and also to meet the families that were touched in this barbaric act. This type of barbaric act will never take place in our municipality and in our division. A total of 14 houses were set ablaze, while 26 people were killed on that fateful November 6, 2023 at Egbeko village. Let's talk health. Experts at the Douala General Hospital encourage or assure kidney patients of regular kidney, that's dialysis sessions. Before now, kidney patients usually drop some of their sessions due to a lack of machines. The medical practitioners were speaking in the course of a press conference for the Scientific and Research Days on November 8 and 9, respectively. Innocent Aze has more. Several years back, kidney patients protested recurrently at the Douala General Hospital over inability to have their dialysis sessions due to limited dialysis machines. They wished to live like other Cameroonians. In recent years, issues which instigated such protest seem to have had definite solutions. Concerning the hemodialysis center of the hospital, I think you are aware that it is the biggest center in the country. And we have no problem with receiving patients regularly for years now. So I can assure you that we have no problem with this different equipment. This has been understood to be the fruit of the hospital's zeal to grant standard healthcare services to patients. As the main center in the country of hemodialysis, we have collaborated with the other hospitals, and especially regional hospitals, like in Gaoundere, in Bafoussam, in Buea. You can now, in this center, get patient hemodialyzed. So, with the help of the Ministry of Health, we contributed to install all these different hemodialysis centers of Cameroon. These revelations were made during a press conference at the Douala General Hospital to announce the holding of the 4th Scientific and Research Days of the Douala General Hospital on November 8 and 9. We have 4 missions. Firstly, to treat patients, to give standard care to avoid evacuation abroad. Secondly, the training of our personnel, the training of other healthcare personnel and those still in the university, medical schools and nursery school too. And as 4th mission is research. Internal and external collaborations highlighted during the press conference have modernized and boosted the impetus of the Douala General Hospital in terms of changes like quality services, availability of modern machines, structures and personnel. Now we take you out of our national frontiers. After facing a defeat 4 years ago, Donald Trump has been elected the 47th President of the United States of America. This triumphant and remarkable return comes after he survived 2 assassinations during his campaign. Sedi Chakutio has more. Donald Trump was elected the 47th President of the United States of America. For some, it is an incredible comeback for a former president who refused to accept defeat 4 years ago, fanned the flames of a violent insurrection at the Capitol, who was also convicted of felony crimes and survived 2 assassination attempts. With his victory in Wisconsin, a Republican nominee has reached the threshold of 270 electoral votes needed to become president. Unlike in 2016 when Trump was first elected, he is poised to secure the popular and electoral college vote. The U.S. political landscape has hardly ever been so divided. In his first address, the former U.S. President Donald Trump told the audience of his election night party that it is time to unite. We're going to keep our promises. Nothing will stop me from keeping my word to you, the people. We will make America safe, strong, prosperous, powerful, and free again.
And I'm asking every citizen all across our land to join me in this noble and righteous endeavor. That's what it is. It's time to put the divisions of the past 4 years behind us. It's time to unite. And we're going to try, we have to try, and it's going to happen. Success will bring us together. I've seen that. Donald Trump will inherit a series of challenges when he takes office on January 20, including increased political polarization and global crises that are testing the U.S. influence abroad. And in Equatorial Guinea, following the sex scandal involving Balthazar Ebang Ngonga, the government of Equatorial Guinea has broken its silence and is cracking down on state offices. The Vice President Théodore Obiang announced on Tuesday, November 5, 2024, the upcoming installation of surveillance cameras in all government offices, a decision aimed at preventing illicit behavior and protecting the integrity of the civil service. The zero-tolerance policy, formalized by a statement on his account X, marks a turning point in the fight for ethics and morality within government institutions. 12:29 on our studio clock. Ladies and gentlemen, that report ends this edition of the 12 p.m. bilingual news on Equinoxe Television. We thank you so much for your keen attention, and we leave you in the company of interesting programs on Equinoxe Television. Kusima Banda, do have a nice day. Equally have a beautiful day chez Cielo Silingou. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique pour la réalisation de ces tranches d'information. Portez-vous comme un charme et restez en compagnie de nos programmes les meilleurs.